par les jeunes. Et je vous le disais, on reçoit ce soir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice France de l'ONG One. Elle lutte contre l'extrême pauvreté, contre les maladies évitables d'ici à 2030. Vous êtes également, et je le disais, ancienne ministre des droits des femmes. Ce mercredi, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Est-ce que vous avez le sentiment en France aujourd'hui que ce droit est encore trop souvent entravé ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut regarder avec attention parce que souvent, on se contente de regarder ce que dit la législation. Il y a des pays qui autorisent, il y a des pays qui interdisent. En fait, même dans les pays qui autorisent, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans les faits concrètement, est-ce qu'il y a des centres ? Est-ce que la clause de conscience qui est programmée est utilisée par peu, moyennement ou beaucoup de médecins? Pour vous donner un exemple, par exemple en Guyane, vous avez tous les médecins de l'hôpital public qui se trouvent avoir fait jouer leur clause de conscience pour ne pas avoir à pratiquer d'avortement. Donc ça renvoie à chaque fois finalement les femmes vers soit des solutions de l'ordre plus médicamenteuses mais qui ne sont pas tout à fait ce qu'elles cherchent, soit la clandestinité, soit devoir aller très très loin. La clandestinité. Soit devoir aller très très loin, la clandestinité pour un pays comme la France peut-être moins, quoique dans les dom-toms il peut arriver en effet qu'elles soient vraiment prises au dépourvu. Donc parce qu'il y a quand même malgré tout un délai à tenir. On rappelle que ce délai d'ailleurs dans un pays comme le nôtre a été étendu récemment à 14 semaines. Mais que même avec 14 semaines, il est plus faible que d'autres pays. Donc, et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que les contraintes concrètes au quotidien, c'est aussi le pullulement de sites internet de désinformation sur le sujet qui vont tout faire pour essayer de vous dissuader de recourir à ce qui est finalement un droit. Donc, justement, si je me permets de vous couper, parce qu'on a eu tout à l'heure Sarah Durocher, qui est la coprésidente du planning familial ici en France. Elle était sur ce plateau et elle a évoqué ces fameux sites et la situation dans laquelle certaines femmes se trouvent. On va l'écouter et on va en reparler juste après. En France, on observe qu'il y a des grosses difficultés d'accès à l'avortement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des mouvements anti-choix qui désinforment, qui sont assez présents sur les réseaux sociaux et qui vont dire de mauvaises choses sur l'avortement et qui vont permettre aux gens de dissuader en fait de ce droit-là et de cette liberté-là. Ça veut dire que nous, au planning, on reçoit plus de 380 000 personnes par an, dont beaucoup sur les questions d'avortement, et on avait des témoignages de femmes qui tombaient sur des sites ou sur des numéros de téléphone. Et en fait, on leur disait n'importe quoi. On leur disait que l'avortement était dangereux pour leur santé, que ça allait avoir des graves conséquences, alors qu'aujourd'hui en France, on sait que c'est pas du tout le cas, puisqu'il est sécurisé, il est encadré. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait des sites internet qui se mettaient en place. Il y avait aussi des pages sur les réseaux sociaux pour dissuader les femmes d'accéder à ce droit, en tout cas de les faire douter, alors que certaines femmes sont certaines de leur choix. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui en France, on a mis assez de moyens sur la lutte contre ce type de désinformation sur le droit à l'avortement ? Mon sentiment, surtout en écoutant Sarah Durocher, c'est que en fait, c'est un combat à reprendre en permanence, c'est éternel. Parce que je me souviens quand j'étais ministre en charge des droits des femmes, on avait justement fait en sorte que les sites institutionnels d'information sur l'IVG bénéficient de davantage d'exposition. En gros, quand vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez IVG, sur quoi est-ce que vous tombez ? Et donc, on soutenait notamment le planning familial ou d'autres sites comme ça institutionnels pour que ça sorte en premier. Mais en fait, vous voyez bien que c'est une course sans fin parce qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé à contrario par les opposants au droit à l'avortement pour faire passer leur site qu'ils qualifient de pro-life. En fait, c'est anti-choix en réalité. Devant, donc c'est vraiment un travail à reprendre en permanence et avec les réseaux sociaux. Enfin, c'est clair que ça pose ces questions-là. Un travail, un combat à reprendre en permanence, vous dites. Est-ce que vous considérez qu'avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, avait fait de grande cause nationale l'égalité femmes-hommes, il a agi dans le sens de la cause des femmes, notamment sur le droit à l'avortement, la question de l'IVG ? Est-ce qu'il a fait avancer les choses ? Vous parliez tout à l'heure, par exemple, du délai qui a été repoussé à 14 semaines. Je pense qu'il y a eu des parlementaires qui se sont vraiment saisis du sujet et qui ont permis notamment de faire adopter ce texte prolongeant le délai ou facilitant le recours à des avortements médicamenteux, par exemple. Donc il y a eu du positif. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus être partisan ou sectaire sur ces sujets-là. Il faut vraiment toujours chercher la continuité. En revanche, ce qui est vrai, c'est que il faut en faire toujours plus, en fait. Il faut en faire toujours plus parce qu'on sent bien monter autour de nous et on n'est pas dans une bulle extérieure au monde.
une remise en cause de l'IVG. On parle beaucoup des États-Unis, évidemment, tout le monde l'a en tête. Mais même quand vous regardez autour de vous, par exemple, vous savez qu'en Hongrie, par exemple, où le droit à l'IVG existe, n'empêche que Orban a imposé, il y a quelques mois de cela, que les femmes, avant de faire procéder à cette IVG, entendent les battements de cœur du fœtus avant, la moindre opération. C'est vraiment une espèce de maltraitance insupportable qui vient de toutes parts. Alors évidemment en Italie, avec l'arrivée de Meloni au pouvoir, ça vous craignez ? Vous craignez un recul du droit à l'avortement en Italie avec l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir ? En tout cas, les propos qu'elle a pu tenir sur le fait que ça a affecté la démographie. En fait, là aussi, il y a un argument qu'il faut savoir décrypter. Est-ce que ça affecte la démographie ? Est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'il y en a moins ? Etc. De manière générale, à l'échelle du monde, une grossesse sur 4 se termine par un avortement. Donc en fait, voilà, c'est un chiffre qui est constant, qui est comme ça, qui est lié au fait de choisir, d'être en capacité de maîtriser son destin, sa vie, son corps. La question, c'est ce 1 sur 4, dans quelles conditions il se fait. Soit il se fait dans des conditions atroces, clandestines, etc. et ça se termine par des morts. Je veux dire, vous prenez un cas précis, le Bénin, qui est un pays qui récemment a autorisé l'accès à l'avortement, mais qui jusqu'à présent l'interdisait. Eh bien, jusqu'à présent, il avait chaque année 200 femmes qui mouraient d'un avortement clandestin sur son sol. Donc, en fait, on sait, je veux dire, concrètement, il y a un taux de mortalité énorme quand on laisse ces avortements se produire dans des mauvaises conditions. Ou alors, on leur permet de se dérouler dans des conditions normales en considérant que ça fait partie de la vie d'une femme, qu'il n'y a pas de jugement à porter sur le sujet, qu'on n'a pas à la culpabiliser, que dans ces avortements, il y a des cas qui sont absolument terribles, horribles, comme par exemple quand vous êtes victime d'inceste, victime de viol, etc. Vous interdire de recourir à cet avortement, c'est juste une terrible souffrance et maltraitance, mais qu'il peut y avoir aussi tout simplement de l'ordre du choix et de la maîtrise de sa vie. Mais en parlant de choix, qu'est-ce que vous faites, vous, de la clause de conscience qu'invoquent certains médecins pour dire non, moi je ne veux pas pratiquer d'avortement? Vous parliez d'Italie, il y a 70% quasiment des médecins là-bas qui invoquent cette fameuse clause de conscience. C'est parfois le cas aussi encore en France. Oui, c'est ce que je vous disais par exemple au sujet de la Guyane, ça existe évidemment. On n'en tient pas compte ou on en tient compte dans une certaine mesure? Comment on accorde les deux, le droit à l'avortement et cette fameuse clause de conscience qui est invoquée par certains? Alors, certains aimeraient qu'on mette fin carrément à la clause de conscience. C'est une question qui se pose. Le sujet, c'est aussi de former les médecins, en fait. Parce que, si vous voulez, sur un sujet comme celui-là, je pense que ça ne peut pas être uniquement la polémique, les tensions permanentes du débat public qui l'emportent sur en quoi ça consiste, un acte comme celui-là. Voilà, et moi je pense qu'il faut sortir du caractère très passionnel et donc un peu irrationnel du jugement qu'on porte sur l'IVG pour le transformer en un geste médical comme un autre, pour lequel vous êtes formé, pour lequel c'est le patient qui compte avant tout. On a encore des efforts à faire en France et vous nous le disiez à l'instant. Est-ce que malgré tout, on peut être considéré d'après vous comme un exemple, par exemple en Europe, sur la question du droit à l'avortement? Est-ce qu'il faut conseiller à certains pays de nous suivre, de faire ce qu'on a fait, de regarder ce qui se passe en France? Oui, je crois honnêtement qu'on est plutôt regardé positivement. Enfin, il se trouve que ce midi, le hasard de la vie fait que j'étais notamment avec une Polonaise. Évidemment, quand vous discutez avec des gens de Pologne, des femmes de Pologne ou de Malte ou de Andorre ou de Monaco, c'est un crime de faire absolument, où c'est encore interdit. Elle regarde forcément la France avec les yeux de chimène là-dessus. Cela étant, je le redis, il suffit pas d'avoir le texte inscrit dans une loi. Il faut vraiment que concrètement vous ayez des lieux, que vous soyez protégés dans l'exercice de votre droit. Et puis la France, je pense, a aussi un rôle à jouer dans une forme de diplomatie féministe, en quelque sorte de diplomatie des droits humains, pour entraîner avec elle d'autres pays. Quand je vois que dans un pays comme, c'est pas l'Europe, mais le Sénégal par exemple, les femmes qui recourent à un avortement sont encore passibles de 2 ans de prison, en tout cas celles qui le pratiquent plus exactement, de 2 ans de prison, celles qui y recourent qualifiées d'infanticide. Enfin, vous savez que quand vous prenez la population carcérale féminine dans un pays comme le Sénégal, près de 40% est constitué de ces 2 situations que je viens de dire, c'est-à-dire des femmes qui ont pratiqué un avortement sur une autre ou alors qui y ont eu recours. 40%, enfin c'est quand même terrible quand on y pense. Donc je pense que la France a aussi un rôle de diplomatie des droits humains et féministes à porter à l'égard de tous nos pays partenaires.
Alors, pendant qu'on est en train de parler de ce droit à l'avortement en France et dans le monde, il y a une manifestation en cours. On va en voir les images. C'est à Paris que ça se passe. Avorter est un droit fondamental. Voilà ce qui est écrit sur cette bannière. Une manifestation avec, à l'initiative des associations féministes. Le planning familial est présent aussi. Sarah Durocher qui était tout à l'heure sur ce plateau. Il y a un certain nombre de choses à revendiquer encore. Et Sarah Durocher nous disait tout à l'heure, notamment, le droit à l'avortement doit apparaître dans la Constitution d'après elle. Il y a 2 propositions qui sont sur la table du côté de l'Assemblée nationale, une autre du côté du Sénat. Est-ce que c'est une nécessité d'inscrire ce droit dans la Constitution pour vous? En fait, si vous voulez, à la fois je comprends, c'est-à-dire que j'aurais tendance à plutôt soutenir en effet cette proposition et le gouvernement s'y était engagé, donc ce serait intéressant de voir ce qu'il en fait. Et en même temps, je voudrais juste appeler un petit peu de prudence sur un point, c'est que c'est pas parce que vous l'inscrivez dans la Constitution que ensuite les modalités d'exercice, qui elles sont définies par la loi, ne vont pas venir contrarier ce droit. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer que le droit soit inscrit dans la Constitution, mais que demain, un pouvoir politique quelconque décide de repasser de 14 semaines à 12 semaines ou même Donc, à vaut mieux moins. se concentrer sur la loi que sur la Constitution, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est que c'est un des sujets, pourquoi pas, la constitutionnalisation, mais que en réalité, le vrai sujet, c'est surtout de renforcer les défenseurs et défenseuses du droit à l'avortement et de ne pas laisser les autres l'emporter dans l'opinion publique, parce que sinon un jour vous allez avoir un pouvoir politique qui de toute façon viendra vous le remettre en question juste en passant par la loi et en rétrécissant son champ d'application. Mais donc, vous nous disiez tout à l'heure, c'est un combat permanent, un travail permanent que de garantir ce droit à l'avortement. Quand on vous écoute sur cette réponse, on a le sentiment qu'en fait ça va être infini, mais oui, que jamais sûr, rien ne cherche à vous permettra dire. de garder ce droit tel quel. Ouais, c'est ce que je cherche à vous dire. Je suis désolée de vous le dire de façon aussi claire, mais vous savez, quand j'étais ministre des droits des femmes, j'avais coutume de dire, et c'est toujours vrai, les droits des femmes, c'est comme la bicyclette. Quand on fait de la bicyclette, si on s'arrête, on ne fait pas du surplace, on tombe. Les droits des femmes, si on cesse de combattre, eh bien, on ne fait pas du surplace, on retourne en arrière en fait. Parce que ça n'a rien d'évident, contrairement à ce qu'on croit. Je sais que maintenant, on baigne plutôt dans une ère où on a l'impression, avec MeToo, etc., que tous ces sujets sont devenus évidents. Ils ne le sont pas du tout. Vous avez évidemment des conservateurs, des réactionnaires, des gens dont l'intérêt est que les inégalités perdurent pour des tas de raisons. Et donc, vous aurez toujours à les combattre, ceux-là, et ils reviendront sous d'autres formes. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais les réseaux sociaux, parce que moi, je suis toujours très inquiète de ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour nos adolescentes et nos adolescents. Et quand vous voyez que les réseaux sociaux sont capables, à certains égards, de mettre en place une espèce d'hypersexualisation des adolescentes ou de stéréotypes exagérés de ce que doit être une fille, ce que doit être un garçon, etc., vous vous dites « Ah, mais on est en train de reculer là par rapport au progrès qu'on avait fait dans les perceptions de l'égalité filles-garçons ». Donc c'est pour ça que c'est un combat éternel. Alors, en parlant de recul, et on va élargir un petit peu le spectre, on ne va pas seulement parler du droit à l'avortement, j'aimerais vous faire réagir à quelque chose qui s'est passé ce matin. Ça s'est passé sur France Inter. La philosophe Elisabeth Badinter était invitée, elle était interrogée sur les affaires Quatennens et Bayou, et plus largement sur la prescription dans les affaires de violences sexuelles et sexistes. Elle a notamment déclaré ceci, on regarde et on en parle juste après. Pourquoi on ne porterait pas plainte avant la prescription? Enfin, je veux dire, mais vous ne pouvez pas parler. Parce que parfois les femmes se taisent, c'est tout. Pardon? Parfois les femmes se taisent, parfois elles n'y arrivent pas. Il faut aussi prendre ses responsabilités. Hein. Je comprends très bien que pendant un certain temps, même des années, ça soit impossible à évoquer. Mais quand même, 10 ans... Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que dire ça, c'est un recul? Est-ce que demander aux victimes de violences sexuelles et sexistes de prendre leurs responsabilités, c'est évident et il faut le faire? Enfin, franchement, ça fait longtemps qu'Elisabeth Badinter est en rupture avec les nouvelles générations de féministes, et pas seulement, hein, aussi en rupture avec les travaux en sciences sociales. Hein, mais là, ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est que c'est pas seulement qu'elle est en rupture, c'est qu'elle est en train de devenir l'adversaire des défenseurs des droits des femmes. C'est impressionnant, cette interview. Moi, personnellement, m'a vraiment choquée. Je suis atterrée par ses propos. Comment est-ce qu'on peut considérer une seconde qu'il y a de la place pour mettre la culpabilité et la responsabilité sur une femme qui aurait été victime de violences conjugales, d'inceste, de viol, etc., de n'être pas allée porter plainte? Enfin,
Vraiment, c'est ne rien comprendre au phénomène d'emprise. Enfin, je vous dis, à tous les travaux en sciences sociales qui ont tout documenté, pourtant, c'est ne rien comprendre aussi au dysfonctionnement de la justice, honnêtement, ou à la difficulté de pousser la porte d'un commissariat et puis d'y laisser une trace véritable. C'est ne rien comprendre au fait que longtemps, même quand elles ont cherché à appeler à l'aide, elles n'étaient pas entendues, les femmes, parce que c'était des faits divers, parce que c'était toléré par la société, etc. Donc, non, je n'ai pas compris ce qui s'est passé ce matin. Et je crois que je suis loin d'être la seule. Merci. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui pour nous parler principalement du droit à l'avortement. Je vous rappelle que c'en est la journée mondiale aujourd'hui de défense de ce droit à l'avortement. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer au reste